Nous sommes maintenant avec Monsieur Renaud Loranger, qui est directeur artistique du festival L'Anneau d'hier. Monsieur Loranger, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, très bien. C'est la première fois qu'on a quelqu'un à notre émission, à notre bulletin de nouvelles, qui est très, très, très calé dans la musique artistique. Et je vais trouver ça super intéressant, j'ai l'impression, parce que c'est pas quelque chose qui est... la musique artistique n'est pas consommée à grande échelle par la société de nos jours. Et j'imagine que le Festival de l'Anneau d'hier tente de remédier à cette situation-là. Oui, exactement. J'allais dire, vous m'enlevez les mots de la bouche. Les traditions au Québec sont quand même là, hein. Il faut pas non plus s'imaginer qu'il se passe rien. Il se passe beaucoup de choses depuis, on va dire, un gros siècle avec l'OSM, évidemment, qui est peut-être le pionnier à Montréal. Après, plus près de nous dans le temps, l'Orchestre métropolitain, l'Opéra de Montréal, le Violon du Roi à Québec, et puis la Naudière, notre festival, qui existe bon an, mal an depuis 1978. Donc, c'est la 46e édition cette année. Ça se passe à Joliette, évidemment. Ça se passe surtout à l'amphithéâtre Fernand-Lézé, à l'extérieur. J'ose dire que malheureusement, ces temps-ci, ces jours-ci, la Oui. température n'est pas très clémente, mais néanmoins, ça se passe à l'extérieur dans notre merveilleuse salle, mais aussi un peu partout dans la Naudière, dans les villages, dans les églises, pour des concerts plus intimes. Voilà, donc on est, comment dire, une des institutions au Québec, au Canada, les plus importantes. Puis en effet, on s'attache beaucoup à la question de Mhm. l'accessibilité. Pour quelle raison pensez-vous que... Parce que la musique classique, c'est la première musique. Dans le temps de la cour du Mm. roi, c'est ce type de musique, parce que la guitare, la batterie, tout ce qui était électronique n'existait pas. Donc la musique classique, c'est la première musique à avoir été jouée. Pour quelle raison pensez-vous qu'au fil des siècles, cette place importante qu'elle occupait dans la conscience sociétale a été perdue? Ben, ça dépend un peu de l'histoire, je dirais, de chaque société, puis des particularités aussi de chaque pays. C'est sûr que la musique classique en tant que telle, au sens où on l'entend, puis même quand on dit classique, Mhm. en fait, on pense surtout à Mozart ou à Haydn, hein. Le mot classique, ça correspond à une période assez précise de l'histoire de la musique. OK. Puis après, c'est le qualificatif qu'on emploie pour parler justement de la musique, entre guillemets, la musique académique, la musique sérieuse, la musique de tradition classique, on va dire. Euh, ben, ces musiques-là, au pluriel, ces répertoires-là, ben, ils originent surtout d'Europe centrale, des pays germaniques, évidemment aussi un peu des pays du sud de l'Europe, de la France également. Mais en Amérique, puisqu'on est en Amérique, toute cette importation-là, j'ai envie de dire, euh, est quand même pas mal plus récente. Puis c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est pas seulement pour nous au Canada ou au Québec. Nos sociétés nord-américaines sont beaucoup plus jeunes, si on veut, Mhm. dans le grand ordre des choses. Et puis, mais moi, je m'attache beaucoup justement à promouvoir la musique, puis promouvoir l'idée qu'elles nous appartiennent, même si, on va dire, on n'est plus aussi proche de l'Europe qu'on l'était peut-être il y a 2 ou 3 Oui, ans. c'est ça. Pensez-vous qu'ici, sur le continent américain, on y accorde un petit peu moins d'importance parce qu'on s'associe ou on s'identifie moins au Mozart, au Brahms, puis à ces grands compositeurs-là qu'on considère classiques, qui étaient tous européens? Ouais, je pense que c'est pas nécessairement une question d'y accorder moins d'importance, c'est peut-être justement que les mécanismes de consommation, si on veut, sont moins anciens, ou Hmm. les habitudes sont moins anciennes. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose de très important qui est la manière dont les institutions culturelles sont financées, si vous voulez. Parce qu'en Europe, dans la plupart des pays, on considère que la culture, le patrimoine, c'est un bien commun, puis qu'il est nécessaire pour l'État de financer à un très très haut niveau les institutions dont la mission est justement la diffusion de la culture et du patrimoine. Aux États-Unis, c'est complètement l'inverse, évidemment. Il n'y a pas de financement public. On est vraiment sur
le mécénat, le financement Mhm. privé, corporatif, etc., qui est un modèle aussi très intéressant, si vous voulez. Évidemment, il y a beaucoup d'argent aux États-Unis. Puis au Canada, on est un peu entre les deux. On a un financement public, certainement au Québec. On est très dynamique là-dessus. Puis on fait aussi une place importante au privé. Mais je pense que ces manières-là de concevoir de la place des institutions dans la société, de la place de la culture dans la société, puis de la OK. manière de les soutenir puis de les faire se développer, ben, ça explique peut-être aussi des différences dans la manière dont on consomme, si on veut, encore une fois, la C'est musique, ça. puis Vous avez utilisé un le terme rapport qu'on particulier qu'on que j'ai trouvé. développe à la culture. Ouais. Vous avez utilisé un terme particulier que j'ai trouvé super intéressant et sur lequel je veux m'attarder. Vous avez mentionné les mécanismes de consommation. Je veux Mhm. parler, s'il vous plaît, donc de l'importance du grand écran et du petit Ouais. écran pour la consommation et la connaissance de la musique qu'on appelle classique. Parce que Ouais. deux de mes artistes préférés maintenant, moi, je les ai découverts dans un film et dans une série télévisée. Vous vous doutez sûrement de Ludovico Einaudi lorsque sa musique a été dans Intouchable et de Max Richter ils ont utilisé sa musique dans une série qui s'appelait The Leftovers, une série américaine que j'ai trouvée extraordinaire, extrêmement philosophique, extrêmement bien réfléchie. Et donc, en utilisant ces musiques classiques dans quelque chose qui a été consommé à plus grande échelle sur les écrans, ça a augmenté la connaissance de ces artistes-là, pour moi et je crois pour beaucoup d'autres personnes. Donc, pourquoi est-ce que ce type de musique se prête particulièrement bien à la télévision et au grand écran et l'importance de ces écrans-là pour la connaissance de ces artistes-là? Oui. Mais ça, c'est très intéressant aussi. Puis je remonte peut-être une ou deux étapes en arrière, c'est-à-dire que quand le cinéma, l'industrie cinématographique prend son envol, on va dire, euh, au milieu ou même dans le premier tiers du 20e siècle, la musique déjà qu'on emploie dans les films, c'est souvent de la musique qui est écrite par des compositeurs européens exilés aux États-Unis, en Californie. Donc, cet élément-là est là depuis quand même très longtemps. Puis souvent, je veux dire qu'on pense, il y en a plusieurs, là, mais je pense souvent à un Hans Zimmer. compositeur autrichien qui s'appelle Hans Zimmer, mais bien avant lui, euh, Erich Korngold, qui était juif, évidemment, qui avait fui l'Autriche, puis qui était allé s'établir à Los Angeles, à Hollywood, et qui a eu un succès énorme en tant que compositeur de musique de film aussi. Donc, mais en fait, vous soulevez une question fondamentale, c'est-à-dire la manière aussi dont le paysage médiatique évolue, la manière dont la culture de masse évolue, et justement comment nous, on va dire, des arts d'interprétation ou des arts patrimoniaux, comment on fait justement pour néanmoins rejoindre les gens à travers des canaux qui sont plus tout à fait ceux d'il y a même 10 ou 15 ou 20 ans avec Mhm. l'explosion de l'Internet, si vous voulez. Donc, c'est une question qui nous préoccupe constamment, puis qui me préoccupe moi aussi parce que, comme vous savez peut-être, je suis aussi producteur phonographique, pour pas dire producteur de disques, parce que on n'écoute plus beaucoup de disques physiques aujourd'hui, mais ces questions-là sont passionnantes, fascinantes, difficiles aussi, parce que justement, le paysage évolue constamment, puis il faut quand même qu'on trouve nos assises, qu'on trouve nos repères là-dedans, puis qu'on parvienne Mhm. surtout à maintenir une forme de diffusion, mais de transmission aussi d'une génération à l'autre. J'ai, j'aimerais m'attarder aussi un petit peu sur le rythme de la musique classique. Parce que j'ai l'impression que la musique classique, pardon, la musique qu'on appelle classique. Donc la musique, j'ai l'impression que Oui, la musique qu'on appelle classique, c'est la musique qui utilise le plus de pauses, qui a le moins peur d'arrêter pour ensuite repartir de nouveau au sein de la même chanson, au sein de la même mélodie. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a un de mes auteurs préférés, Aldous Huxley, qui a dit qu'après oui, le silence, la chose qui vient le plus près d'exprimer l'inexprimable est la musique. Et donc, comment est-ce que bien la sûr. musique classique n'a pas peur de moments silencieux pour ensuite repartir?
Ben là, vous m'amenez sur des terrains vraiment, c'est passionnant, hein. Je m'attendais pas à ça ce matin, mais Oui, merci. Vous je m'amenez trouve sur ça passionnant également. des terrains plus loin, qui s'éloignent un peu, là, on va dire, de la communication pure. Mais disons que encore une fois, si on parle, laissons peut-être de côté le répertoire contemporain ou même le répertoire du 20e siècle. Si on pense encore une fois euh, au canon du répertoire, disons 17e siècle, mais surtout 18e, 19e. On a parlé de Mozart, de Haydn, on peut parler de Beethoven, on peut parler de Bach bien avant, dont on dit souvent que c'est un peu le père de la musique occidentale, Jean-Sébastien Bach. Vous avez parlé de Brahms tout à l'heure, qui était un grand compositeur romantique du 19e siècle. Mais ces gens-là vivaient à des époques où le rythme général du monde n'était pas le même. Donc, Mhm, évidemment, on retrouve dans leur musique, si vous voulez, une autre forme de respiration, une autre forme de peut-être de paix, de sérénité, pas que, hein, je veux dire justement, le mouvement est toujours le même, on traverse mhm. des grandes émotions, mais en général, on finit toujours par retrouver l'équilibre. Mais justement, on vivait pas, c'est ça qui est passionnant, c'est que il faut euh, se plonger dans ces musiques-là comme ou les voir comme des fenêtres ouvertes sur Ouais. la vie humaine à une autre Mhm, époque, mais qui est quand même la vie humaine, qui est la vie humaine dans l'expérience humaine, dans quelque chose de très fondamental. C'est ça qui est beau, parce que justement, c'est très loin de nous, si on veut, mais en même temps, c'est très proche. Puis justement, ben, Puis, c'est ça, le rythme général, si on veut, à Vienne, je pense à Mozart, à Vienne en 1786, le rythme ouais. général de la vie n'était pas le même qu'aujourd'hui. Puis c'est ce que c'est c'est très près du monde littéraire également, parce que de Bien nos sûr. jours, les livres, ça doit être 250, 300 pages, puis ensuite c'est fini. On est dedans, on l'ouvre, c'est fini en l'espace d'une semaine. Mais si on regarde Ouais. les contemporains de Brahms, Beethoven, Jean-Sébastien Bach, les Victor Hugo, les Tolstoï, qui écrivaient des livres Bien à sûr, 1000, 1500 pages, qui prenaient bien sûr. beaucoup plus de temps à lire et à écrire et qui s'attardaient sur des scènes plus mondaines. Tu sais, il y a des Tolstoï dans Oui, War and Peace, il y a des scènes de déjeuner qui prennent 15 pages parce que il voilà. faut prendre Ouais. le temps de vivre et d'apprécier ça. Et c'est la même chose pour la musique classique. C'est ça, c'est la pensée, c'est un aspect de la pensée. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais justement, c'est pas que la musique qui m'intéresse. Justement, la Okay. philosophie, la littérature m'intéresse aussi parce que c'est la pensée en activité, c'est la pensée en action. Puis là, on n'a pas parlé de Wagner encore, qui écrivait des opéras qui durent cinq ou Mhm. 6 heures. Certains, pas tous, mais certains sont très longs. Euh, c'est ça, c'est une idée complètement différente, c'est un rythme différent. Mais en même temps, puis je pense que nous, à la Naudière, on a la chance, encore une fois, d'avoir cet amphithéâtre merveilleux à Joliette, l'amphithéâtre Fernand Lindsay. Ça nous rapproche, idéalement, dans les meilleures circonstances, d'un aspect, justement, de la vie humaine, de l'expérience humaine, qui est peut-être beaucoup plus fondamental, beaucoup plus ouais, beaucoup plus fondamental, beaucoup plus pur. C'est pas un très beau mot, j'aime pas ce mot-là, Mhm. mais on va dire sans artifice, C'est ça. beaucoup plus authentique, sans trop d'artifice. Après, les gens, je le dis moi-même, puis je déteste quand les gens disent ah oui, mais la musique classique, je connais pas ça, c'est pas pour moi. Mais là, j'en parle moi-même parce que c'est pour casser le cliché, parce que vous parliez aussi justement de ce qu'on entend, de ce qu'on connaît au travers de la télévision ou du cinéma ou de tout ça. Mais au-delà de ça, le, les portes d'entrée sont multiples. Je pense que chacun Mhm. peut vraiment, avec son expérience, son bagage, aller vers la musique, puis trouver quelque chose de beau. On peut aller très loin si on veut, mais on peut aussi, entre guillemets, se contenter d'entendre quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins, Mhm. de, de prendre du plaisir à entendre une belle mélodie, des belles harmonies. Puis c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Donc, comment est-ce que vous et vos collègues au label ou au Festival de la Nadia, comment est-ce que vous faites pour trouver des solutions pour convaincre les gens comme moi, mes amis,
de consommer cette musique-là en live, de prendre le temps de la consommer. Parce que moi, il y a trois façons, il y a trois trucs auxquels je pense que j'ai vu. Il y a, vous pouvez l'accompagner de shows lumineux. Ça va le rendre un petit peu plus attirant pour Ouais. les jeunes. Vous pouvez changer l'amphithéâtre. Je pense à des endroits comme Red Rocks, qui rendent par la Mhm. nature même de l'amphithéâtre le show plus Ouais. intéressant. Je pense à l'accompagner encore une fois de films. Il y a des orchestres qui mettent le film puis qui jouent en live Oui, oui, les mélodies. bien Donc, sûr. comment est-ce que vous faites pour trouver des solutions pour pas démystifier la musique, mais la rendre plus accessible puis pour inciter les gens à prenez une heure et demie de votre temps pour consommer cette musique-là? Sûr. Se rapprocher justement du travail des artistes. Ben, Mhm. il y a beaucoup d'éléments, évidemment. Je reviens à notre amphithéâtre à Joliette, l'amphithéâtre Fernand Lindsay. On est à l'extérieur. Puis je le dis vraiment en toute objectivité, j'ai la chance de voyager beaucoup puis d'entendre des concerts dans toutes sortes d'endroits. L'amphithéâtre Fernand Lindsay à Joliette, c'est un endroit vraiment exceptionnel. C'est très, très beau. On est vraiment dans la forêt, ben dans la forêt, je veux dire, dans une espèce de vallon, sur une espèce de vallon boisé, et la salle est tout en bas. Vraiment, là, si on pense aux amphithéâtres de l'Antiquité, aux amphithéâtres grecs, ça ressemble un peu à ça. Donc déjà, on a un contexte, un environnement qui n'est pas celui, on va dire, d'une salle de concert traditionnelle, qui n'est pas celui d'un endroit où on a peut-être l'impression qu'il faut s'habiller propre, être Mhm. chic. Bon, c'est très convivial, c'est très confortable, c'est ouvert à tous, hein, autant, comme on dit, là, aux 7 à 77 ans, mais c'est vrai, c'est un endroit qui est vraiment accessible aussi pour les familles. Nos concerts sont gratuits, par exemple, pour les enfants, jusqu'à 17 ans. Sur la pelouse, parce que c'est ça, on a des sièges vraiment sous une section couverte, mais on a un grand terrain qui peut accueillir vraiment quelques milliers de personnes. Et là, les tarifs sont très, très, très avantageux. Puis encore une fois, pour les enfants, c'est Mhm. gratuit. Euh, on a des écrans géants. Ça, c'est drôle. Moi, j'ai grandi à Joliette, hein, donc je connais le festival depuis très, très longtemps. Quand j'étais petit, les écrans n'existaient pas. C'est une addition, je pense, de 2010 ou 2011. OK. Mais donc, il y a des écrans, il y a quatre écrans sur le site qui permettent éventuellement, oui, de diffuser des films, ce qu'on fait d'ailleurs à quelques reprises chaque été, mais surtout de voir de très très près le travail des musiciens sur la scène. Donc, les caméras captent ce qui se passe en Mhm. direct Mhm. en lien avec la musique, qu'on soit dans un orchestre, par exemple, un orchestre symphonique de 100 personnes, euh, focus sur un ou une musicienne pour vraiment illustrer un peu ce qui se passe. Puis de façon plus générale, pour répondre à votre question, je dirais qu'on s'attache vraiment chez nous, encore une fois, à maintenir une politique tarifaire très, très accessible, parce Ouais. qu'on considère que dans l'esprit du festival, encore une fois, un festival, le mot le dit, c'est la fête, c'est le plaisir, c'est dans l'esprit de notre fondateur aussi, Fernand Lindsay, de partager la musique, de partager les Mhm. belles choses, puis de le faire dans un esprit convivial et très accessible. J'adore ça. Il nous reste peut-être 5 minutes. Donc, dernier thème que j'aimerais aborder rapidement. Euh, j'ai parlé d'une citation d'un de mes auteurs préférés, Aldous Huxley. J'aimerais aborder une citation d'un des auteurs que je déteste le plus. Au secondaire, on nous a fait lire l'art de Blaise Cendrars, que j'ai absolument haï. Et Blaise Cendrars disait que c'est le piano qui guérit le mieux la mélancolie. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. Parce que Mm. moi, dans ma tête, si je suis triste, si je suis mélancolique, la dernière chose que je veux faire, c'est boire une bière puis écouter du piano parce que j'ai l'impression que ça va me rendre encore plus triste. Oui, Donc, j'allais pouvez-vous dire le me dire piano. pourquoi j'ai tort? Ah, pourquoi vous avez tort? Ben, ça Ou est-ce que dépend. j'ai Je pas pense que tort? ça dépend. Non, 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 mais c'est bien, vraiment, c'est une belle question. Ça dépend peut-être de ce qu'on écoute. C'est-à-dire que OK. euh, oui, certains répertoires pour piano peuvent rendre mélancolique, je suis assez d'accord avec vous. Mais si on pense justement, si on revient
à Mozart, à Beethoven. Moi, je suis en fait là, très là-dessus, très, très sur les classiques, justement. Puis je, je- mon répertoire de prédilection à moi, c'est vraiment la musique, justement, la musique germanique, on va dire, allemande, autrichienne, du 18e Mhm. ou du 19e siècle. Je pense que Mozart et Beethoven, par exemple, pour ne nommer que ces deux-là, peuvent vraiment nous, au piano d'ailleurs, hein, peuvent vraiment nous donner, on va dire, des clés justement contre la mélancolie ou contre, c'est-à-dire qu'on va traverser encore une fois en écoutant leur musique, éventuellement des périodes de grand doute, mais on finit toujours par atterrir à peu près sur la terre ferme. Puis au Qu'est-ce que vous voulez fond, dire, c'est ce que période je de dis. doute Ben, en... c'est ce que Qu'est-ce que je vous voulez dis. dire Ben, par c'est-à-dire période de qu'aussi, doute en écoutant de la musique? ben, je veux dire, on se plonge dans leur œuvre, on écoute leur musique, on sent leur tourment, si vous voulez, ou leur questionnement, Mhm, justement. mhm. Mais l'espoir finit toujours par triompher. Puis comme je dis souvent, je l'ai répété cette semaine à quelques reprises, euh, parce que vous êtes très sérieux, là, donc je me permets d'être sérieux. Euh, En fait, le travail des artistes qui recréent les œuvres, les interprètes qui recréent les œuvres qui ont été écrites il y a quelques siècles, c'est qu'est-ce que c'est au fond? C'est toujours l'expression de la conviction que la paix est possible, parce qu'on est ensemble sur scène ou dans la salle. Donc, la paix est possible, puis on y croit tous, Mhm. même si on est différent, même si on a des opinions différentes, même si, bon. Puis, à la fin, quand même, l'artiste, l'interprète euh, qui fait son travail, c'est une victoire sur, comment dire, c'est un déni de la mort. C'est une victoire de la vie à chaque fois. Puis ça, c'est absolument extraordinaire. Je pense que c'est pour ça qu'il faut s'approcher le plus possible d'eux, parce ils nous rappellent à quel point la vie est belle, puis ils nous aident à vivre idéalement. Pourquoi est-ce que la musique classique, puis je vous le jure, dernière, parce qu'on va manquer de Non, temps, non, non, pourquoi est-ce que la musique je suis classique, pas pressé. non, mais c'est pour nous, faut pas dépasser 30, puis nous, je pourrais continuer pendant encore une heure et demie. Pourquoi est-ce que la musique classique, c'est celle qui se prête le mieux aux autres types d'art? Puccini, Mhm. on ne verra jamais Swan Lake accompagné de AC/DC, là. Pourquoi est-ce que la musique Ouais. classique, c'est celle qui s'agence le mieux? Tu sais, dans les musées, habituellement, c'est de la musique classique qui va jouer lorsqu'on admire les toiles ou des fresques ou des sculptures. Pourquoi est-ce que c'est la musique classique qui se prête le mieux ou qui accompagne le mieux les autres arts? Je, Disons, pour faire assez simple, je dirais que quelque part, le répertoire dont on a hérité, la musique qu'on joue aujourd'hui, euh, elle a traversé le temps. Et il y a énormément de musique qu'on ne joue pas. C'est-à-dire on connaît des répertoires, encore une fois, peut-être des 4 ou 5 derniers siècles, ou un peu plus même, si on veut être très précis. On a aussi de la musique il y a presque un millénaire. Mais euh, il y a énormément de musique qui a été jouée, qui a été entendue, qui a été écrite au fil des siècles, qui n'est pas parvenue jusqu'à nous. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose aussi d'absolument fascinant. C'est très difficile de expliquer rationnellement quel est ce processus-là. Mais il y a un processus, on va dire, de sélection, ouais, j'allais dire de sélection naturelle, c'est peut-être un peu exagéré, mais donc la musique qu'on connaît aujourd'hui, ben, on peut se dire que, que ce sont des musiques, encore une fois, dont la résonance avec l'humain est quand même très importante. Parce que si on a Mhm. continué de les écouter pendant très longtemps, ben il faut qu'il y ait quelque chose qui nous parle ou qui a parlé à nos prédécesseurs aussi au fil du temps. Ouais. Rapidement, sur quel site web est-ce qu'on peut consulter la Ah, programmation, acheter des billets, voir tous les détails? donc, lanaudière.org, lanaudière, Lanaudiere.org, lanaudière.org, tous les détails sont là. Le festival bat son plein, on est là pour encore 2 grosses semaines
avec des concerts à l'extérieur, encore une fois, à Joliette, à l'amphithéâtre, avec l'Orchestre métropolitain, l'Orchestre symphonique de Montréal, Yannick Nézet-Séguin, de grands artistes étrangers et aussi des artistes d'ici, et quelques concerts plus intimes dans les Hum, églises de la Naudière. Et vraiment, j'invite les gens à en profiter. C'est plaisant, c'est agréable, c'est pas cher. Puis c'est moins loin qu'on pense. Des fois, les gens s'imaginent que Joliette, c'est très, très, très loin. Mais non, c'est pas si loin, en fait. ça l'est pas. C'est rafraîchissant. C'est une musique Voilà, rafraîchissante. On voilà. écoute quelques chansons de ça, puis on embarque dans le reste de la journée avec Que du avec un bonheur. pas plus enjoué. Que du bonheur. Monsieur Loranger, merci énormément d'avoir été des nôtres. On vous invitera l'année prochaine pour la prochaine édition, puis on poursuivra cette discussion absolument passionnante. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Passez une super belle journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.